Bonsoir. Ah ben, c'est impressionnant, vous êtes beaucoup. Chouette de vous avoir. Moi, je m'appelle Dominique, Morel. Je vais faciliter, le débat, de ce soir. Je travaille pour, une ONG qui s'appelle, Umundi, qui a aussi l'habitude d'organiser des festivals, de films sur les questions alimentation et agriculture et voilà, c'est une ONG qui travaille, dans l'appui à des partenaires, Afrique, Amérique latine, beaucoup d'organisations paysannes, de voilà, d'organisations d'exploitants et de tous les acteurs autour qui les soutiennent pour, encourager la transition agroécologique, entre autres. Donc on est aussi dans la thématique. Alors avec moi ce soir, j'ai 3 personnes qui connaissent en fait, très, très bien le milieu agricole, belge et particulièrement wallon, mais pas que. Donc j'ai avec moi, ben, je vais commencer par ce côté-là, c'est Lucas van den Abel qui, travaille, dans un projet ou une initiative, il en parlera mieux tout à l'heure, mais qui s'appelle Farm for Good et Farm for Good, il y a une ASBL et puis une coopérative et donc ce sont des gens qui travaillent à appuyer la transition agroécologique et à travailler à créer des filières et des valorisations de produits un peu partout en Belgique avec des noms connus, d'Andois, entre autres. À côté de Lucas, j'ai, Zoé Gallet. Zoé Gallet est fondatrice de l'ASBL de Terre en Vue, qui est voilà, une association qui est bien connue, en Wallonie et qui s'est spécialisée sur les questions de foncier, d'accès au foncier. Mais elle côtoie aussi les agriculteurs parce qu'ils travaillent aussi avec des réseaux d'agriculteurs sur les pratiques agroécologiques. Donc voilà pour Zoé et alors à ma droite, j'ai Éric Froimont. Éric Froimont qui est agronome mais pas mal spécialisé sur l'élevage. Alors on a plutôt là des gens plus grande culture et là plutôt élevage. Un petit mot sur le film d'ailleurs après. Et qui travaille au CRA, au CRAW, hein, donc au Centre, wallon de recherche agronomique et qui est directeur scientifique de l'unité de recherche agriculture et durabilité. Et il travaille notamment à développer des indicateurs, sur les questions de durabilité pour les fermes. Donc lui aussi est en contact et rencontre souvent, des agriculteurs. Voilà, alors merci à vous 3 d'être là. On va avoir une discussion qu'on va essayer de caler un petit peu en 2 temps. Je dirais la première partie à partir du film où on a vu beaucoup d'agriculteurs et on a évoqué, les difficultés en fait des agriculteurs. Alors c'est sûr que la Wallonie, les paysages sont un petit peu moins jolis peut-être que ce qu'on a pu voir, mais donc on va revoir un petit peu les difficultés actuelles des agriculteurs ici et on fera un petit peu un tour de table avec ça et puis en deuxième partie, on prendra un petit peu de recul et on essaiera de regarder, les modèles et les systèmes de production, aujourd'hui et surtout, voilà, les défis, voilà et que les évolutions qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on voit en tout cas avancer. C'est quoi les perspectives, et comment on peut faire bouger, ces systèmes de production, aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ouais. Alors est-ce que vous avez moi aussi je veux vous faire bouger un petit peu parce que vous allez être de nouveau assis 1 heure. Alors vous pouvez, vous lever, je vais vous poser 3 petites questions. Qui pense que le principal problème de l'agriculture en Belgique, c'est la terre? Donc levez-vous. Eh ben, il y en a j'allais dire il y en a qu'un, mais du coup Zoé aura du travail pour vous convaincre. Mais quand même, ouais, c'est pas la majorité. OK, merci. Qui pense que le principal problème ou un des principaux, bien sûr, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il y en a beaucoup, c'est plutôt le manque d'envie des jeunes, la reconnaissance, du métier? Ah, ah, ah. Ah oui, ça veut dire que tous ces gens-là, vous n'êtes pas prêts, même après le film, vous n'êtes pas prêts à prendre une exploitation agricole? Et alors la troisième question, qui pense que le principal problème, c'est que ça rapporte pas assez et qu'il y a trop de paperasse? Ah ah! Voilà, effectivement, bravo, vous avez tous raison, mais effectivement, Zoé dit: «Ça a été plus médiatisé» et on le voit. OK, alors on va commencer ce petit tour de table avec une 1re question. Dans le film, on parle beaucoup
On parle beaucoup de pénibilité, je pense que c'est le 1er mot d'ailleurs de la première image, c'est cette dame qui travaille là qui dit: «Ouais, c'est quand même pénible». On parle aussi de la reconnaissance du métier de l'exode rural, la difficulté de combiner famille et métier. Alors selon vous, en Belgique, voilà, les difficultés en fait, c'est quoi? Alors je vais commencer par, Lucas. Bah, je suis 500? Waouh, oui. Je prends l'autre. Là, c'est mieux? Oui, top. Hem, c'est vrai, en effet, il y a plein de difficultés. C'est vraiment pas une question simple, et on met beaucoup de pression de manière générale sur l'agriculture parce que, voilà, on veut que ça aille mieux. On s'en rend compte qu'on a quand même créé beaucoup de problèmes, en fait, avec, après la deuxième guerre mondiale, on n'a plus jamais voulu avoir faim et du coup, on a vraiment poussé l'agriculture à produire, produire, produire. On n'a que regardé le rendement. Et en fait, ça a quand même créé plein de problèmes, mais du coup, c'est quand même très difficile de à chaque fois dire aux agriculteurs: «Oui, vous devez faire ça» et puis, quelques années plus tard, se dire: «Ah oui, non, mais maintenant, en fait, on se trompe, vous devez maintenant faire ça» et du coup, à un moment donné, les agriculteurs se disent: «On s'en sort plus, on comprend plus rien, qu'est-ce qu'on va faire?» Et donc c'est vraiment plus renverser la chose et regarder qu'est-ce que les agriculteurs eux-mêmes mettent en place pour en fait soutenir tout ce système. Parce qu'en fait, eux, de manière très très logique, ils vont produire de manière durable parce qu'ils veulent que ce système puisse persister. Et donc, je pense qu'au niveau écologique, il y a vraiment un grand problème. Mais peut-être le plus gros problème aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment les prix. C'est tout le système financier. On est sur un marché mondialisé, un marché où il y a énormément de spéculation. Et du coup, ça veut dire que les prix que l'agriculteur touche pour ses récoltes est complètement déconnecté de sa situation de production. Et dans cette situation-là, ça devient extrêmement difficile pour survivre et pour produire de manière un peu écologique, un peu durable, parce que voilà, on est dans ce système-là. OK. Donc l'adaptation d'abord, hein, et puis, la question des prix, donc arriver à vendre correctement et derrière la question du revenu, quoi. OK. Zoé, alors avant de prendre la parole, j'aimerais bien savoir qui est agriculteur dans la salle ou agricultrice? Est-ce qu'il y en a? Ah ben heureusement qu'on a quand même un représentant. Ça reflète, la situation de notre société, hein. Il y a moins d'1 % de nos concitoyens qui est agriculteur. Et donc en fait, toute la question autour de l'agriculture ou les questions posées autour de l'agriculture, c'est d'abord de savoir ce qu'on a envie, vers où on veut aller. Parce qu'il y en a certains qui vont dire: «Mais en fait, l'agriculture va bien». Et puis il y en a d'autres qui vont dire: «Ben non, en fait, c'est pas du tout vers là qu'on veut aller». L'agriculture actuelle, comme Lucas vient de le dire, a des répercussions et des impacts sur notre société. On a, longuement parlé des PFAS, récemment. Les eaux, elles sont pas polluées pour rien, mais on n'a pas envie non plus de culpabiliser tous les agriculteurs et toute l'agriculture. C'est pas c'est lié à notre mode et à notre société qui a évolué dans un certain sens et l'agriculture avec. Et donc maintenant, c'est vraiment de savoir un peu dans quel sens on veut réorienter l'agriculture. Et là, avec un contexte politique qui vient de changer fortement ces derniers mois, c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Parce que voilà, c'est vers où veut-on aller? Et à partir de là, on va pouvoir déployer les politiques, soutenir les agriculteurs dans un certain sens et surtout créer plus de vocations. Parce que enfin, nous, avec Terre en Vue, l'image qu'on a, ce serait d'avoir beaucoup plus d'agriculteurs. Une question qu'on va se poser après, c'est de se dire: «Tiens, s'il y avait une seule multinationale qui détenait, toutes les terres, wallonnes et qui produisait de la nourriture, quelque part, on pourrait s'en satisfaire, on aurait de la nourriture». Mais, ça veut dire qu'on perdrait totalement notre souveraineté sur les modes de production. Donc on aurait une société qui décide de tout, comme on a eu une société qui décide de tout pour les vaccins. Alors, je vais ramener L'agriculteur. ouais, je vais en Que là, on venir est sur les questions de très politique. politique. Alors, je vais en venir évidemment à l'accès à la terre puisque c'est ce qui me concerne le plus et ce que je connais le mieux. Hem, la question de la terre est la même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a pour lesquels l'accès à la terre n'est pas un problème, que les prix soient élevés et cetera. Ils ont la puissance financière pour acheter des terres. Le problème est qu'il y a une injustice, sociétale au niveau de l'accès à la terre. Donc
Tous les agriculteurs n'y ont pas accès parce que les prix, sont complètement démesurés, explosent, hein. Ça fait 7 ans maintenant qu'on a un observatoire du foncier. Donc en France, on a ça depuis les années 60, hein. Mais heureusement, il y a 7 ans, ils ont quand même mis en place un observatoire qui permet de voir l'évolution des prix du foncier. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en 7 ans, les prix, ont augmenté de 44. Alors si on pouvait dire que les revenus agricoles avaient augmenté de 44, ça permettrait aux agriculteurs de payer, les terres. Mais ce n'est malheureusement pas le cas, comme vous le savez. Donc ça, c'est pour l'accès à la terre par acquisition, si on veut, acheter des terres. Maintenant, on peut accéder à la terre aussi par la location et c'est ce qu'on appelle, donc là, on a une bonne loi qui protège les agriculteurs, qui s'appelle la loi sur le bail à ferme et le bail à ferme protège les agriculteurs dans la durée, protège les agriculteurs aussi au niveau du montant de la location, puisque c'est assez limité. Là, c'est vraiment lié aux revenus et quelque part, cette loi est une bonne loi. Mais il y a de moins en moins de propriétaires qui achètent des terres à des prix, faramineux, qui sont prêts à mettre leurs terres en bail à ferme, pour les agriculteurs. Et donc là, il y a un décalage, en fait, entre le marché acquisitif, qui n'est pas du tout régulé et donc on a vraiment des prix excessifs et le politique ne fait rien pour essayer de maintenir les terres dans les mains des agriculteurs et de l'autre côté, un marché locatif qui est bien réglementé quelque part, mais en fait, les 2 marchés ne fonctionnent plus ensemble. Donc j'y reviendrai. Ouais, tu y reviendras, mais juste une question. Donc aujourd'hui, si moi je suis agriculteur et je veux m'installer, je paye combien, l'hectare? Ben, on est passé maintenant à une moyenne de 39 000 € par hectare, en Wallonie et pour vous donner une idée, le fermage, donc le montant du loyer, c'est environ 200 € par hectare par an. Donc ça, c'est voilà, calqué sur les revenus agricoles, ce qu'on estime que les agriculteurs sont capables de payer en fonction des revenus agricoles. Donc 39 000 € l'hectare, il faut, quelques années de 200 € pour arriver à payer ce montant-là. Donc on a vu, hein, la difficulté de continuer de produire, de s'adapter, hein, c'est un peu ce que tu disais ça, les prix, voilà, valoriser. On parle de l'accès au foncier. Eric, est-ce que tu as aussi, toi, d'autres difficultés que tu voudrais mettre, en avant et expliquer un peu? Oui, je mettrai en avant surtout toutes les incertitudes face auxquelles sont confrontés les agriculteurs, et qui génèrent des stress immenses dans lesquels ils n'ont pas nécessairement un pouvoir de changement. Bon, aujourd'hui, bah, vous avez entendu l'actualité, on parle du Mercosur. Bon, bah, c'est certain que c'est une concurrence tout à fait déloyale. Cette production, je parle pour la viande bovine, un secteur que je connais un peu, ben, voilà, le coût de production sont 40 inférieurs, mais à côté de ça, bah, il y a pas de traçabilité du bétail. On nourrit les animaux avec, des produits issus de la déforestation. On utilise des antibiotiques comme, accélérateurs de croissance des animaux, alors que nos éleveurs ne peuvent pas, faire cela. Donc c'est tout à fait une concurrence déloyale et je comprends les agriculteurs aujourd'hui qui sont, fâchés de voir une telle situation. Mais c'est pas tout, hein. Et c'est aussi l'incertitude face à la météo. Chaque année est un peu différente. On a eu une sécheresse il y a peu de temps. Cette année, c'était énormément d'eau qui fait des problèmes de stock de fourrage et des choix parfois draconiens à faire. Je n'ai pas assez de fourrage, je dois revendre le bétail. Quand? Comment je vais faire pour passer l'hiver? Ça, ce sont des choses que l'on voit. Plus récemment ici, on va parler de la fièvre catarrhale ovine. Aujourd'hui, c'est un gros problème, mais demain, ce sera catastrophique parce que ce virus, il génère des mortalités. Il génère aussi, pas mal d'avortements et dans un élevage de bovins viande, par exemple, si vous n'avez pas des jeunes veaux à engraisser, vous n'aurez plus rien. La trésorerie des fermes va être fortement, mise à mal d'ici quelques mois. Mais c'est la même chose aussi en laitier, hein, ça va poser les mêmes problèmes. La rentabilité, on en a parlé, alors 39 000 € l'hectare en moyenne, oui. J'ai entendu ici un bloc de 120 hectares qui s'est vendu 117 000 € l'hectare. Donc imaginez les quantités qu'il faut, produire pour rentabiliser ça et les budgets, les investissements investis. Ça, c'est une chose et enfin, la dernière chose, on en a parlé un peu, mais c'est cette révolution verte, l'évolution de dans le film, on le voit bien, l'évolution de notre agriculture. Je regardais un peu un troupeau laitier en 1984, c'était 25 vaches et des vaches qui produisaient 3 000 litres de lait par an. Aujourd'hui, 2024, 40 ans plus tard, un troupeau laitier, c'est 90 vaches laitières en moyenne et c'est 8 000 litres de lait. Bref, 10 fois plus de production pour des actifs agricoles qui diminuent. Donc le travail par unité de main-d'œuvre a fortement augmenté. Alors on peut parler des robots, on peut parler des aides de machines, mais quelque part, le stress, la pénibilité, elle est toujours aussi là parce qu'on ne produit plus comme avant. Non. C'est ça que j'allais vous demander, en fait, à tous les 3, parce que la pénibilité est quand même ressortie beaucoup. Est-ce que ça veut dire, avec l'évolution, la robotisation, etc., que
globalement, c'est plus vraiment, aujourd'hui un enjeu ou en tout cas que vous rencontrez pas ça, vraiment sur le terrain? C'est pas mis en avant? Allez-y. Mais en effet, c'est peut-être une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais un des autres très grands problèmes, c'est justement que l'agriculteur est coincé dans tout un système en grande partie économique parce que les prix des produits que lui, il vend, bah, sont beaucoup trop faibles, tandis que les investissements, bah, dans le foncier et dans les terres sont énormes, mais aussi dans toutes les machines et toute cette robotisation, c'est en partie une solution, mais ça bloque aussi l'agriculteur encore plus dans un certain système et aussi dans une certaine technologie sur laquelle il a plus du tout la main. Et donc en fait, dès que le robot est cassé, ben, il est très dépendant de, le constructeur de robot qui va venir, réparer le robot. Mais qu'est-ce qu'il fait en attendant? Voilà, il peut vraiment plus rien faire, tandis que les vieilles machines, bah, les agriculteurs pouvaient les réparer tout seuls. Et donc voilà, c'est un peu un contraste, mais on doit quand même aussi vraiment bien, tenir ça à la tête de, quelle dépendance est-ce qu'on crée pour l'agriculteur? Quel système financier? Donc c'est tout très, très cher et en fait, si on compare ça, bah, si on regarde un peu tous les différents machines qu'un agriculteur a besoin pour pouvoir bien fonctionner, vous voyez, ces machines sont énormes, sont très, très grandes, sont très, très coûteuses et c'est incombablement impossible pour un agriculteur d'acheter lui-même toutes ces machines. Après, on peut créer des espèces de groupements où les agriculteurs partagent les machines entre eux. C'est super. En France, ça fonctionne assez bien avec les CUMA. En Belgique, les agriculteurs sont, un peu plus, frayeux de partager les machines. Il y a quelques exemples qui fonctionnent, mais voilà, c'est moins courant et donc voilà, pour l'agriculteur, c'est vraiment très, très difficile. Donc faut quand même toujours, bien réfléchir à quel investissement faire et quelle machine exactement acheter, quelle dépendance est-ce que ça va créer pour, oui, une certaine liberté que ça peut amener. Mais voilà, c'est pas noir ou blanc, c'est toujours assez compliqué quand même. OK. Alors du coup, Lucas, est-ce que tu peux peut-être continuer, un peu sur ta lancée, sur les questions économiques et prix et rentabilité et tout ça, en expliquant un tout petit peu du coup ce que fait Farm for Good, sur cette, voilà, ce travail d'essayer de mettre en lien, des agriculteurs avec, des entreprises de l'agroalimentaire d'une certaine façon, hein, et d'essayer de créer, un peu de valeur? Donc en effet, en soi, Farm for Good, a été créé il y a 5 ans, et en fait, l'initiative est venue de 4 agriculteurs, et agricultrices. Donc le tilt qui est là, que je représente parce qu'elle n'a pas pu venir. Mais donc en fait, ils ont voulu, c'est des agriculteurs biologiques qui se sentaient coincés dans un système, surtout de connaissances. Ça a vraiment commencé par là parce que, ils se sont dit: «On est déjà agriculteurs bio, c'est déjà super, mais on a vraiment envie d'aller plus loin dans nos pratiques, d'améliorer nos pratiques, nos connaissances, tout ça». Mais, le conseiller ou les conseillers qui sont sur le terrain sont toujours très fort reliés aux entreprises qui vendent, certains produits et donc il y a très peu de conseils, indépendants. Et du coup, ils se sont dit: «On devrait se mettre ensemble pour apprendre ensemble» et pour, justement faire remonter ces connaissances qui sont présents chez les agriculteurs et donc faciliter en quelque sorte l'échange, des connaissances. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment créé Farm for Good, pour échanger. Mais ensuite, très, très vite, ils se sont dit: «C'est très bien d'avoir une très belle ferme, très écologique, très biologique et tout ça. Si après, on parvient pas à vendre nos produits, on parvient pas à vendre nos céréales à un prix, raisonnable, bah, en fait, on est nulle part». Et donc, c'est là qu'ils ont créé ensuite la coopérative en se disant: «On doit vraiment créer le marché nous-mêmes. On doit créer les filières nous-mêmes et on doit faire en sorte qu'on est mieux payé». Parce que justement, je le disais déjà tout à l'heure, on est dans un système où il y a un marché mondial, où, si je reste sur la céréale, voilà, le prix, du mondial va déterminer le prix qu'un agriculteur en Belgique reçoit, à la récolte. Sauf qu'on peut avoir cette année-ci, l'été 2024, c'était une très mauvaise année. Les rendements étaient très, très bas, autant en bio qu'en conventionnel. Mais, dans une logique de marché, on pourrait dire: «OK, si les rendements sont bas, bah, les prix vont être plus élevés». C'est logique. Sauf que les prix sont déterminés sur le marché mondial et c'est pas parce que les rendements sont bas en Belgique que partout au monde les rendements seront bas et donc en fait, les prix cette année-ci étaient bas aussi. Mais donc ça veut dire qu'un agriculteur s'en sort pas du tout et donc l'agriculteur, il est, on dit, je dis ça en anglais, mais il est complètement devenu price taker. Il a aucune influence sur le prix
et non price makers. Donc, il ne peut pas lui-même déterminer le prix. Et donc, s'il n'a pas un contact avec un petit boulanger, avec un petit quelqu'un qui fait du fromage dans le village et tout ça, en fait, avant, bah, il y avait toutes ces connexions entre les transformateurs et les agriculteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, tout a été déconnecté et donc un agriculteur ne sait plus avec qui il doit aller parler, en fait. Il vend juste sa céréale et il a aucune idée de où va cette céréale. Est-ce que ce sera transformé en pain? Est-ce que ce sera utilisé pour nourrir le bétail? Est-ce que ce sera utilisé pour faire, un produit industriel? Aucune idée. Et donc c'est là que Farm for Good vraiment a recréé ces filières, est allé voir, OK, quels transformateurs, quelles industries en Belgique sont prêts à travailler en direct avec les agriculteurs? Quelles sont les conditions? Quels sont les prix? Et donc, on travaille en partie avec les petites filières artisanales, mais on a aussi vraiment des gens qui vont sur le terrain et qui vont chez les plus gros industriels. Il y a des groupes, des grands groupes, et on va traduire cette réalité agricole, traduire de qu'est-ce qui se passe sur le champ chez les agriculteurs vers ces industriels et dire, voilà, vous devez vraiment payer un prix plus cher parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Et ce qui est assez intéressant, nous, les très grandes filières sur lesquelles on travaille, c'est le froment panifiable, donc le blé panifiable et la moutarde. Et notamment, la moutarde, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui était plus cultivé en Belgique pour la graine. Et donc, on est allé voir les producteurs de moutarde. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau mondial, c'est un très bon exemple, la moutarde est produite en Ukraine et au Canada. On a l'image que c'est produit en France. Oui, c'est le cas, mais c'est un système très, très fermé. C'est quelques producteurs de moutarde avec quelques agriculteurs, mais il n'y a aucune exportation. Donc en Belgique, on ne peut pas avoir de graines de moutarde France. Impossible. Et donc avec la guerre en Ukraine, bah, plus de moutarde qui vient d'Ukraine. Et en 2021, il y a eu une crise au Canada, le mauvais rendement de moutarde, et il n'y avait pas de moutarde sur le marché mondial. Et on se dit toujours, le marché mondial, bah, c'est aucun problème parce qu'il y a un approvisionnement qui vient de partout. On aura toujours des graines de moutarde. Mais non, à un moment donné, les producteurs de pots de moutarde en Belgique se sont dit, merde, on est tellement dépendant de ce marché mondial. Et du coup, c'est là, ça nous a aidé, ça nous a renforcé de créer des liens avec les agriculteurs et aussi, justement, voilà, de vraiment expliquer tous ces systèmes, d'expliquer le foncier, les terres qui sont devenues tellement chères. En fait, les industriels, ils n'ont aucune idée de ça. Et comme ça, ils ont compris, OK, on doit payer un prix plus cher aux agriculteurs, mais c'est vraiment, un système qui va très, très lentement, qui est très difficile parce que voilà, ce marché mondial est tellement énorme, est tellement présent, est tellement la référence pour eux. Et donc c'est vraiment sur ça qu'on travaille avec Farm for Good, mais ça va très longtemps. Vous arrivez à trouver, suffisamment d'entreprises de l'agroalimentaire qui s'intéressent? Parce que si on pense à plus grosses, filières, les entreprises de patates qui font les frites ou le lait. On a parlé de Lactalis ici. Bon, alors là, on était sur un petit marché très, très de niche avec les l'AOP, les Roblochon, mais c'est vrai que donc quand on est dans la filière lait, heu, voilà, vous arrivez à parler avec ce type de grosses entreprises, alimentaires aussi? Ah oui. Ouais. Bah, en effet, on parvient à vendre à des beaucoup plus grosses entreprises. Hem, Comment est-ce que ça se passe ou comment est-ce qu'on parvient à convaincre ces gens à payer, parfois 2 fois plus cher, la céréale? Ce qui est quand même vraiment incroyable. En fait, aujourd'hui, les entreprises sont quand même très conscients de leur, allez, ou d'une certaine manière conscients de leur empreinte écologique et en fait, ils veulent des chiffres. Aujourd'hui, on parle beaucoup des critères de carbone, et voilà, de l'impact d'une certaine production. Et donc, si nous, on peut livrer des chiffres en livrant cette céréale, en disant: «Voilà, si vous achetez chez nos agriculteurs qui sont biologiques, qui sont agroécologiques et qui sont, voilà, locales, vous avez un tel impact sur le carbone, sur la biodiversité, sur l'énergie». Et en fait, on a tout une gamme de critères que nous, on va vraiment calculer avec les agriculteurs, mais on va peut-être revenir là-dessus plus tard. Mais donc ça, c'est quand même vraiment un argument de vente pour vraiment chiffrer et dire, voilà, ça, c'est l'impact que vous avez en achetant localement avec ces agriculteurs-là. Et donc ça, c'est vraiment ce qui fonctionne. Et deuxièmement, bien sûr, ce qui est surtout très important, c'est vraiment de recréer cette confiance. Comme j'ai dit, c'est un système qui est complètement cloisonné. Les partenaires, les acteurs dans toute la filière ne se connaissent pas. Et donc remettre autour de la table les industriels avec les agriculteurs, inviter les industriels à venir visiter le champ de l'agriculteur avec l'agriculteur qui raconte ce qui se passe sur son champ, mais aussi l'inverse, inviter les agriculteurs chez l'industriel pour que l'industriel raconte aussi comment il travaille, quels sont ses critères, pourquoi il doit avoir une certaine qualité ou une autre.
et comme ça, voilà, on crée la confiance et là, on est prêt à travailler ensemble parce qu'on sait avec qui on travaille. OK, merci beaucoup. Ça donne déjà, des idées sur ce qu'on peut faire et sur l'agriculture de demain. Zoé, est-ce que sur la partie justement difficulté d'avoir des terres, les prix et cetera, est-ce que tu peux expliquer un peu plus, comment Terre en Vue travaille et ce voilà, ce que vous essayez de faire en fait? Je vais de nouveau commencer par une question. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà entendu parler de Terre en Vue? Quelques-uns quand même, chouette. Alors je vais te poser une deuxième question parce que je pose toujours la deuxième question aussi. Qui a déjà pris des parts dans Terre en Vue parmi ceux qui ont déjà connu Terre en Vue? Il y a encore de la marge parmi ceux qui ont déjà entendu parler et tous les autres aussi. Merci aux coopérateurs et coopératrices qui ont déjà pris leur part de responsabilité. Alors Terre en Vue est née de l'initiative, de citoyens et citoyennes et d'agriculteurs qui se sont, vraiment, rencontrés autour de la problématique foncière en s'inspirant, fortement d'un mouvement français qui s'appelle Terre de Liens. Et qui, a 10 ans d'avance sur nous, et qui avait déjà donc, mis en place, voilà une structure comme Terre en Vue, qui est donc une coopérative qui rassemble l'argent citoyen. C'est pour ça que je propose à chacun, si vous avez un peu d'épargne, vous pouvez mettre un peu d'épargne dans la coopérative Terre en Vue et c'est grâce à cette épargne qu'on va pouvoir acheter des terres pour soutenir les agriculteurs qui s'inscrivent dans une démarche agroécologique et qu'on va pouvoir essayer tenter en tout cas de garder un certain nombre d'agriculteurs, en Wallonie, actifs en Wallonie et donc un nombre de fermes, suffisamment, dynamique et vivant. Donc concrètement, Terre en Vue ne lorgne pas sur le marché foncier pour acheter toutes les terres qui passeraient, et se mettrait en concurrence, voilà avec d'autres, plus puissants. On achète des terres surtout en fait sur base d'une demande, enfin chaque fois sur base d'une demande d'agriculteurs. Donc c'est jusqu'à présent, on a aidé beaucoup de fermes et en fait beaucoup de fermes d'élevage plus que de grandes cultures. Et donc c'est vraiment les agriculteurs qui ont fait appel à Terre en Vue parce qu'ils étaient menacés. Donc il faut savoir qu'un agriculteur, en moyenne, possède un tiers des terres, donc est propriétaire d'un tiers des terres ou a hérité d'un tiers et 2 tiers, ça c'est une moyenne, hein, et il loue, 2 tiers de ses terres en location. Cette proportion a évolué récemment. Maintenant, on est plutôt à 50%, 50%. Et donc les terres qui sont louées, elles peuvent être vendues et avec le bail à ferme, on est protégé dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si c'est un agriculteur qui achète la terre, on peut, recevoir un congé, c'est-à-dire qu'on peut, être mis dehors par, l'autre agriculteur qui achète la terre. Et puis, de manière générale, voilà, s'il y a un changement d'affectation, hein, il y a beaucoup de pression aussi sur les terres agricoles. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, par exemple, hein, la question des panneaux photovoltaïques qui va prendre de plus en plus de place sur nos terres agricoles. Il y a dans certaines régions les sapins de Noël qui prennent beaucoup de place. Donc, en fonction aussi de l'acheteur, donc il y a une menace pour l'agriculteur. Et donc l'agriculteur, face à une vente de terre qu'il loue, beh, soit il va s'endetter auprès de la banque pour essayer d'acheter la terre lui-même, mais donc ça va être encore un endettement en plus parmi déjà les endettements qu'il a déjà. Et l'alternative que propose Terre en Vue, bah, c'est de se dire, en fait, plutôt que d'aller à la banque, est-ce qu'on pourrait pas tous se cotiser en quelque sorte, en tant que client, en tant que mangeur, des produits agricoles? De se dire, beh, en fait, si nous, chacun, on met un peu d'épargne à disposition, beh, grâce à cette épargne, on peut acheter des terres et les louer directement aux agriculteurs selon un bail à ferme, donc un loyer, plafonné comme je le disais et vraiment pour soutenir, l'évolution de la ferme. Donc ça, c'est les débuts de Terre en Vue et donc petit à petit, on a commencé à créer un réseau de fermes soutenues, par Terre en Vue et donc on a petit à petit, heu, travaillé de plus en plus sur les échanges de pratiques aussi, agricoles, entre agriculteurs et petit à petit aussi, aider de plus en plus de jeunes à l'installation. Parce que donc on a vraiment commencé vraiment par la pérennisation de fermes, la sécurisation de certains outils existants et donc des fermes existantes et puis petit à petit, soutenir l'installation et donc là, bah, soutenir la vocation aussi, dans le milieu agricole, voilà. Et alors, récemment, on travaille beaucoup sur la transmission des fermes justement, hein. Aujourd'hui, on a encore 12 000 fermes en Wallonie. On espère pouvoir, en garder 12 000, mais il faut savoir que malheureusement, sur les 12 000 fermes, il y a un agriculteur sur 5 qui a un repreneur dans sa f en général, intrafamilial, donc dans sa famille. Donc ça veut dire qu'il y en a 4 sur 5 qui n'ont pas de repreneur prévu et donc ça veut dire en sachant que la moyenne d'âge est plutôt, au-delà des 55 ans, voilà, on a 50 de nos agriculteurs qui ont plus de 55 ans. C'est-à-dire que dans les 10 ans, il risque d'y avoir beaucoup de ventes
Donc 4/5 des fermes en Wallonie risquent d'être vendues. Et donc ces fermes, soit elles seront vendues sur le marché et donc ça sera les gros agriculteurs ou des industries qui vont acheter des terres et développer, des fermes de plus en plus grosses. Soit on se dit: ben on aimerait bien garder les unités de ferme et qu'elles soient reprises par des jeunes». Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de travailler sur la transmission, l'installation des jeunes et anticiper, voilà, accompagner ces agriculteurs qui sont en fin de carrière et qui se mettent dans une optique de transmettre leur ferme et pas vendre la ferme au plus offrant. Mais dans un marché dérégulé des terres, c'est assez difficile parce qu'évidemment, comme les terres peuvent être vendues très cher, beh, ça peut être tentant plutôt de vendre au plus offrant plutôt que d'essayer, voilà, de faire la démarche, de trouver un repreneur et cetera. Donc voilà, c'est vraiment important qu'on soit tous bien conscients de ça. Merci Zoé. Du coup, pour continuer un peu sur cette idée, tu dis qu'il y a plus que 12 000 fermes en Wallonie. Effectivement, la Belgique a perdu 63 de ses fermes, en 30 ans. Les surfaces moyennes ont augmenté de 12, à 38 hectares en 1922, en 2022, pardon. Et la structuration aussi, exploitation familiale, main-d'œuvre familiale, on était à 72 de la main-d'œuvre, totale en agriculture qui est issue de la famille encore, hein, en 2020, mais on était à 96 en 1980. Donc on voit que même si le côté familial reste et on l'a très, très bien vu dans le film, malgré tout, ça s'érode aussi un petit peu et on va vers des fermes, plus grandes, plus capitalistique, peut-être avec moins de main-d'œuvre familiale et donc j'irai autrement. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question un peu provocative. Finalement, est-ce que c'est grave, hein? Est-ce que c'est grave parce qu'on voit que la tendance, elle va comme ça? Est-ce que c'est grave de penser que dans 30 ans, ben, on en aura peut-être plus que 3 000 des fermes et elles seront toutes très, très grandes et elles sont, gérées avec beaucoup de tracteurs, beaucoup de robots et voilà. Est-ce que c'est grave? Pourquoi il faut voilà, Éric? Oui, c'est grave de ne plus avoir, l'agriculture aux mains des paysans, je pense, oui. Je ne peux pas imaginer d'avoir, de grosses entreprises, de grosses industries qui géreraient les terres et qui engageraient les agriculteurs comme des employés, finalement. On entend bien dans le film, hein, il le dit bien. Bon, l'agriculture, elle va faire des biens, elle va faire de l'énergie, des aliments et des produits, mais elle fait tous les services écosystémiques également qui sont importants. On préserve les ressources et on l'entend bien dans le film, il dit bien: «On préserve la terre pour les suivants». Quelque part, ça, c'est l'agriculture familiale qui pourra, l'apporter ou en tout cas les paysans. Parce que l'agriculture familiale, ça dépend ce qu'on entend. Moi, c'est, une personne qui apporte un maximum de capital et qui prend les décisions. Je pense qu'il y a peut-être d'autres, modes que l'on pourrait réfléchir. Je vois en France, ils ont, les GAEC, donc c'est plusieurs agriculteurs. C'est un groupement d'agriculteurs qui se mettent ensemble, qui peuvent, avoir 300, 400, 500 hectares, mais je connais des GAEC, entièrement agroécologiques, hein. J'en connais un notamment, beh, en 2 mots, mais ils font du colza, bon, ils pressent à la ferme, donc ils ont de l'huile et des tourteaux. Le tourteau, beh, il va aux animaux, aux bovins. Et alors toutes leurs parcelles, ce sont des parcelles un peu expérimentales. Ils font, par exemple du lupin orge ou des associations un peu particulières comme ça et ils ne savent pas, en cours au début d'année, ce qu'ils vont récolter en grains et ce qu'ils vont récolter en fourrage parce ils vont avoir la capacité de s'adapter. Ils vont dire: «Bah, tiens, les conditions météo cette année, bah, elles favorisent telle association et donc les grains iront aux monogastriques, aux volailles et les fourrages iront aux ruminants». Et puis bien sûr, les engrais organiques reviennent aux terres, ils ont des marques et donc ils ont une capacité de s'adapter, et une diversité dans leur culture malgré qu'ils ont 500 hectares à gérer. Mais d'un autre côté, ça tourne très bien et ils ont des performances agroécologiques, sensationnelles. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il faut voir nécessairement de toutes petites, exploitations. Il y a moyen de bien faire avec des grands, mais il faut être, en phase, je dirais, avec la nature d'une manière globale. Donc en clair, tu dis, il y a que les paysans agriculteurs qui, peut-être prennent soin plus facilement de la nature et qui en plus vont s'adapter beaucoup et éventuellement diversifier. Voilà, Hein, c'est un peu ça. exactement, c'est un peu ça. Vous êtes d'accord tous les 2 ou vous avez d'autres, raisons ou d'autres, Oui, évidemment, je suis d'accord aussi, je vais peut-être ajouter, en fait, Terre en Vue fait partie aussi d'un réseau européen et on a eu, l'opportunité enfin, mon collègue a eu l'opportunité de faire un voyage au Danemark. Le Danemark n'est pas si loin de chez nous, et ce qu'il a vu là enfin, il est revenu assez interpellé et même horrifié de ce qu'il a vu là. En fait,
ce qu'il a vu là, c'est des grandes exploitations qui sont totalement déshumanisées et c'est vraiment ce mot-là que j'ai envie de mettre ici en avant. En fait, on perd l'humanité de notre agriculture. C'est l'humain qu'on doit mettre au centre et là, donc on a des grandes exploitations qui ne sont même plus en contact direct avec les clients. Donc c'est toute une filière et c'est donc les jeunes ne peuvent même plus aller visiter une ferme comme on a tous dans notre imaginaire, une ferme familiale, de base, ça n'existe plus. Il y a que de l'industrie et que des filières industrielles. C'est tout proche de chez nous et on peut se dire que dans 10 ans, c'est la trajectoire qu'on est en train de prendre. Or, effectivement, l'agriculteur, a plein de rôles dans la société, pas seulement de produire de la nourriture, mais là, quand on a eu des catastrophes, les inondations et cetera, c'est qui les premiers qui étaient là pour aider, les gens? C'était les agriculteurs qui étaient là, avec leurs tracteurs. Dans la campagne, si tu as enfin, donner du sens à toute notre campagne, beh, c'est à travers, la production nourricière, c'est les agriculteurs qui donnent vie, à nos campagnes et pour nous, pour notre société, c'est vraiment important de rester en contact avec notre production nourricière qui est quand même la base de la vie. Et la diversité des produits aussi qui me semble important. Le fait d'avoir beaucoup d'agriculteurs, c'est aussi une diversité dans nos produits. C'est notre culture gastronomique qui est aussi, en cause, quoi. Lucas, tu veux ajouter un Bah, mot? si, je rajouterais un dernier élément, c'est vraiment, c'est les connaissances. En fait, plus on devient grand, bah, plus on est mécanisé, plus on reste dans son tracteur et plus on dépend du robot de trait ou des autres robots qui vont, eux, déterminer avec des sensors qu'est-ce qu'il faut faire et qui détermine si, le champ est bien ou s'il faut, apporter de l'azote ou autre chose. Mais en fait, si l'agriculteur lui-même n'a plus cette sensibilité, s'il descend plus de son tracteur pour vraiment aller sentir comment va le sol, bah, il y a plein de connaissances et plein de petits éléments, de détails qui partent et en fait, là, on dégrade vraiment tout notre système, mais c'est aussi le système, humain. En effet, c'est vraiment l'humain qui a sa place, dans tout ce système et si on robotise tout, bah, on va vraiment créer beaucoup de problèmes à d'autres niveaux. Donc je pense que le côté très humain, mais en effet, on doit quand même aussi repenser, c'est pas l'un ou l'autre. On ne doit pas rester dans une agriculture comme on l'a vu, d'il y a 100 ans. Non, il faut bien sûr évoluer, il faut aussi repenser les manières de travailler ensemble entre les agriculteurs, aussi d'utiliser les machines, bien sûr, c'est une bonne chose, mais il faut vraiment bien se poser les questions de quelle manière et quelle dépendance, est-ce qu'on crée avec ça? OK, mais en tout cas, vous avez donné plein, plein de raisons, de bonnes raisons pour défendre, l'agriculture familiale, à plus ou moins attends, avec une taille d'ailleurs très variable, hein. On reste pas forcément sur des petites superficies, OK. Hem, revenons en Wallonie. Hem Quels sont, alors, ayant dit déjà tout ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire pas mal de choses, heu, c'est quoi les gros enjeux des modèles de production et sur ce sur quoi, en fait, il faut s'attaquer, rapidement aujourd'hui? On parle beaucoup de durabilité, vous avez l'un et l'autre tous parlé d'agroécologie aussi déjà, donc on voit que les enjeux environnementaux, en tout cas, ils sont là. Voilà, c'est quoi sur ce plan-là, les principaux problèmes et sur quoi il faut commencer, à travailler le plus? Qui c'est qui veut? C'est pas évident, hein, comme Non. question. C'est sûr que reconnecter les agriculteurs avec les gens, c'est vraiment important parce que quelle que soit la direction qu'on prend, il faut d'abord que le secteur agricole se sente soutenu et soit en lien, et c'est réciproque parce que de la part des agriculteurs aussi. Parce qu'il y a quand même, une certaine tendance à une fermeture, du secteur et donc, bah, par exemple avec l'accès à la terre, c'est vraiment un sujet extrêmement délicat, parce qu'il y a pas assez de terre, en Wallonie et que donc la pression sur les terres est extrêmement forte et donc dès qu'on touche un petit peu, beh, ça ébranle, tout le système et donc nous, on reçoit souvent des critiques, notamment aussi du milieu agricole, parce que, on vient toucher quelque chose qui appartient jusqu'à présent plutôt au secteur agricole. Mais le problème, c'est que le secteur agricole est en train de mourir et donc si on veut le renouveler, c'est important de pouvoir, continuer à discuter ensemble et voilà, de venir chercher du soutien, auprès des citoyens si on veut combattre l'agriculture de firme et qu'on ne veut pas aller vers une industrialisation de toute notre agriculture. Alors,
Oui, à partir de là, voilà, je pense qu'il faut clairement, accompagner l'agriculture vers une transition. Même les agriculteurs et Maxime qui est avec nous, ce soir et qui pourra peut-être témoigner à un moment donné aussi si vous avez en discuté avec lui, voilà, il est dans un certain système, il hérite d'une ferme. Comment aller vers autre chose? Quand à partir du moment où tu prends conscience des enjeux, comment est-ce que tu peux amener ta ferme à autre chose? C'est énorme en fait, parce que les fermes sont dans un certain système et voilà, tout le soutien économique qui est fait, de toute la politique agricole commune aussi a été dans une certaine orientation. Maintenant, comment la réorienter et comment aider vraiment les fermes à transitionner, vers l'agriculture, alors je vais le dire, l'agriculture biologique. Là aussi, il y a eu plein de confusion parce qu'on récemment, on a beaucoup parlé d'agroécologie, mais ça a aussi apporté beaucoup de confusion sur finalement quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Je vais peut-être dire les choses encore plus simplement, c'est comment est-ce qu'on peut produire sans chimie? Comment est-ce qu'on peut, produire, permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier, d'avoir des revenus décents, sans en se passant de la chimie? C'est ça, en fait, toute la question. Mais c'est des questions que, voilà, qu'on n'ose pas poser, hein, dans le milieu agricole. Alors, est-ce que ça veut dire, produire sans chimie? Alors déjà, je vais vous demander si vous êtes d'accord tous les 2. Mais est-ce que ça veut dire que chez nous, si on regarde en tout cas les enjeux en plutôt écologiques, est-ce que, l'utilisation, d'intrants, pesticides et tout ça est un vrai enjeu par rapport à des pollutions de sol? On a beaucoup parlé de PFAS, ces temps-ci, voilà. Est-ce que c'est vraiment un enjeu clé, clé, clé aujourd'hui? Oui, et c'est un enjeu clé, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, hein, de produire, sans intrants ou en tout cas avec des doses vraiment minimales parce que la transition, c'est un progrès, c'est une dynamique et il faudra le temps d'y arriver. Il faut aussi que la science développe, tout ce qu'il faut pour y arriver. Hem, Maintenant, l'agroécologie va normalement permettre de répondre à beaucoup de défis environnementaux parce qu'on diminue les pesticides, on favorise la biodiversité, on optimise les intrants, donc quelque part, on va diminuer les nitrates dans les eaux. Donc quelque part, tout pourrait se gérer par des pratiques agroécologiques. Alors le bio est aussi une forme, hein. Bon, ça, c'est vrai que donc là, c'est je pense un des défis. Maintenant, j'aime quand même dire que, bon, on peut être, l'agriculture wallonne est quand même une agriculture liée au sol et ça me paraît important de le rappeler, de dire, par rapport à d'autres régions, comme la Flandre, comme la Bretagne, bah, quelque part, on a des performances environnementales qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Il faut aussi quand même être fier de nos produits locaux. Je pense que c'est important. Et ce qui me semble aussi important, c'est de relier finalement cette transition agricole à une transition, alimentaire, à un contact avec le consommateur, mais aussi le fait qu'il va évoluer dans sa manière de consommer. Limiter les pertes et les gaspillages, bien sûr, mais alors, beh, une alimentation peut-être, plus végétale, moins calorique, plus diversifiée. Et cette évolution, ben, il faut pas s'en cacher, elle aura un coût. Et ce coût, c'est pas aux agriculteurs uniquement à le porter, c'est à toutes les filières. Et là, je pense que c'est un message que j'ai envie de lancer aujourd'hui, c'est que nous, consommateurs, on a tous, on a un pouvoir sur notre agriculture de demain. Et en tant que citoyen, disons qu'on doit être cohérent en tant que consommateur et que citoyen. Si on a des exigences en tant que citoyen pour des produits qui respectent l'environnement, le bien-être animal, etc., mais quelque part, il faut aussi être cohérent par rapport à l'acte d'achat que nous faisons au magasin. C'est très important parce qu'il y a 5 ans, quand on disait ça, tout le monde était d'accord et il y a quand même eu une envolée. Le bio s'est bien porté. Maintenant, c'est plutôt la chute libre, hein, donc enfin, on se demande où sont passés tous ces gens qui ont voulu, aller dans une certaine direction et au niveau politique, voilà, il y a eu des gros changements, ça va pas dans la bonne direction, notamment aussi enfin, ce matin encore, je discutais avec Bio Wallonie. Ils savent pas si leurs subsides vont être renouvelés, donc ils vont devoir, licencier du personnel. Enfin, voilà, c'est tout ça, c'est nos choix, de citoyens et c'est important de faire entendre nos voix. On peut pas, laisser juste, les choses, se passer. Donc en tant que consommateur, en tant que citoyen votant et en pouvant, manifester notre mécontentement ou voilà l'orientation qu'on veut prendre. Voilà, évidemment, je vais prêcher pour ma chapelle, mais aussi, voilà, se dire si on a de l'argent et qu'on veut le mettre à disposition pour acheter des terres, beh, c'est tous des actes, citoyens qui sont super importants. Et plus on sera, plus on donne de la visibilité aussi, voilà, face aux politiques, par exemple, pour qu'ils, voilà, soient conscients que c'est pas ça qu'on veut, nous. Bah, manger est un acte politique et tout dépend de qu'est-ce qu'on mange, comment on mange. Est-ce qu'on achète des produits bruts et on cuisine nous-mêmes? Est-ce qu'on achète des plats préparés? D'où viennent ces produits?
Et pour moi, c'est ça un peu le clé de l'enjeu, c'est on doit revenir à une agriculture qui fait de la nourriture et qui fait pas juste de l'argent. Et en fait, aujourd'hui, dans notre système, on produit surtout de l'argent et c'est pas la faute de l'agriculteur, mais l'agriculteur a été poussé dans ces systèmes-là. Et c'est un choix politique. C'est nos politiciens qui visent sur une agriculture d'exportation. La Belgique est le plus grand exportateur de pommes de terre. C'est complètement dingue, mais on produit plus de l'alimentation. La Belgique produit 10 des céréales qu'on mange, tandis qu'on pourrait produire 100. Mais tous les autres céréales vont soit dans l'alimentation des animaux, le fourrager, soit dans le biogaz, dans les productions industrielles d'amidon pour utiliser dans des cols et tout ça. Donc c'est vraiment une autre échelle et donc les agriculteurs sont vraiment ils réfléchissent à produire des cultures qui sont rentables et du coup qui font de l'argent et donc c'est très logique. Ils le disent dans le film. Bien sûr, il faut pouvoir vivre, mais il faut aussi produire quelque chose dont on est fier et qu'on a envie de manger. Moi, je connais beaucoup d'agriculteurs qu'en fait, ils ne mangent plus ce que eux ils produisent à la ferme. Ils ne boivent plus le lait que eux ils produisent à la ferme parce que tout part directement dans l'industrie et en fait, c'est déconnecté de cette nourriture. Et donc, si on veut reproduire une alimentation saine, en fait, en Belgique, on est parfaitement capable de nourrir la population belge. Mais du coup, on se questionne qu'est-ce qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qui est sain, et de quelle manière est-ce qu'on peut produire cette alimentation pour que ça puisse durer. Ça m'a choqué, j'étais en Suisse l'année dernière et je discutais avec une ancienne collègue des études avec qui j'étudiais là-bas. Elle disait la Suisse est pour 50% autonome en production pour nourrir sa population. Tandis que la Suisse, c'est une grande montagne. En Belgique, on produit peut-être 10%, si c'est déjà ça. Et donc, c'est tout à fait possible. On a parmi les terres les plus fertiles au monde. Mais aujourd'hui, on les utilise pour produire, pour exporter et du coup pour se faire de l'argent. Et c'est surtout les grandes industries qui en profitent, c'est pas les agriculteurs qui en profitent. Mais donc pour moi, on va vraiment renverser ça et ça, c'est nos politiciens qui peuvent changer un peu ça et si on vise la souveraineté alimentaire pour nous tous, bah là, on change vraiment le système. Juste peut-être par rapport à l'aspect consommateur, il faut savoir qu'en 1960, 30 du revenu de ménage était utilisé pour l'alimentation. Aujourd'hui, on n'en utilise que 12. Donc c'est le consommateur moyen ici, peut-être dans la salle, on est assez sensibilisé, mais c'est l'ensemble des consommateurs qu'il faut bouger et ça a un impact aussi sur les gaz à effet de serre notamment, hein. Une étude française vient de montrer par exemple que la production agricole diminue ses gaz à effet de serre, mais la consommation augmente ces gaz à effet de serre parce qu'on change de consommation, on utilise plus de produits importés dans le temps et donc ça pose question aussi. Oui et c'est aussi une question de santé. Si on mange plus sainement, bah, en fait, on réduit drastiquement les coûts de médicaux et si on connecte les 2, bah, en fait, on peut vraiment, économiser de l'argent, mais sauf qu'on dissocie complètement parce qu'on aime bien séparer tous les différents acteurs. Alors je vais vous poser une question super compliquée parce bon, vous avez beaucoup parlé de faut sensibiliser les consommateurs. En tout cas, ça, on voit bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui essayent de s'y attacher. Maintenant, on sait aussi que les consommateurs, ils font ce qu'ils peuvent. Une fois qu'ils sont sensibilisés, il faut aussi qu'ils puissent acheter, hein, et il y a toute la question du pouvoir d'achat et des prix, au niveau allez, des commerces et de l'alimentation. Mais si on veut revenir donc on n'oublie pas que c'est super important. Si on veut revenir aux structures de production et aux agriculteurs et tout ça, comment on fait aujourd'hui, en fait, pour, voilà, pour arriver à avoir des fermes qui soient effectivement de taille, moyenne, durables, avec des bonnes pratiques? Comment on les accompagne pour faire évoluer leurs pratiques éventuellement, justement pour ne pas avoir besoin de racheter toutes les terres autour pour s'agrandir? Comment on fait ça, en fait, aujourd'hui dans la pratique? Est-ce qu'on y arrive à faire ça? Ouais, ça doit partir d'abord de la volonté des agriculteurs, mais aussi il faut des conseillers indépendants, comme on disait, il faut des citoyens. Voilà, il faut pas mal d'éléments dans l'équation. On n'a pas parlé notamment aussi, par exemple, des brigades d'action paysanne. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un mouvement, une association qui permet à des jeunes et j'en parle parce qu'ici, j'imagine que la plupart on habite ici à Bruxelles et donc on est moins en connexion avec les fermes, qui organisent des chantiers dans les fermes pour pouvoir aussi aller donner de la main-d'œuvre, aller, soutenir et
prendre conscience des réalités, des fermes. Donc voilà, c'est une transition, c'est énorme. C'est en même temps, ça doit partir de la base et on peut avoir plein de petits exemples, quoi, je commence par les exemples qu'on a portés avec Terre en vue. Ben voilà, c'est des petits gouttes d'eau quelque part, mais qui donnent, voilà, une orientation, qui donnent l'exemple. Et puis après, il faut travailler aussi, au niveau politique, clairement, pour que, voilà, le soutien soit là aussi. Aujourd'hui, la politique agricole commune, donc les subsides que reçoivent les agriculteurs, elles sont encore liées à l'hectare. Donc plus on a d'hectares, plus on reçoit de subsides, grosso modo. Donc forcément, ça a un impact aussi sur l'accès à la terre et sur la course à l'hectare, et ça encourage à avoir plus d'hectares. Il faudrait revoir ça, les subsides devraient être liés à la main-d'œuvre. Le but, c'est d'assurer des revenus stables et justes pour les agriculteurs pour qu'ils puissent nous nourrir. Le but ne doit pas être d'accaparer des hectares. Donc il y a pas mal de choses à repenser. Mais ça peut se faire tant à petite échelle qu'à moyenne échelle. Donc à petite échelle, au niveau d'une ferme, au niveau d'une commune aussi, au niveau communal, il y a déjà pas mal de choses à faire aussi. C'est vrai que le CPS de Bruxelles possède 3 400 hectares de terre, en Wallonie comme répartis en Wallonie et en Flandre. Mais on peut avoir une politique de mise à disposition de ces hectares, de dire: «Beh, ces hectares-là, on veut vraiment qu'ils soient mis à disposition d'une transition, du monde agricole». Voilà, au niveau régional, il y a plein de choses à faire aussi, sur les mesures à prendre, et notamment vraiment pour, mettre en place une politique foncière qui soit beaucoup plus inclusive, qui permette aux jeunes d'avoir accès à la terre, qui permette aux gens qui ont envie de transiter vers le bio. Et ben non, malheureusement, malgré un plan bio ambitieux pour 2030 où on voulait 30 de bio en 2030, ben, en fait, l'année dernière, on a perdu 3 000 hectares de terre, bio, donc qui sont repassés, au conventionnel. Pourquoi? Parce que le marché, à un moment donné, a grimpé, donc ça a attiré des agriculteurs, et c'est très bien de faire une transition vers le bio. Le marché, et puis finalement, le marché s'écroule, mais 5 ans plus tard, ils se disent: «Bon, ben, en fait, j'ai fait des efforts, mais je vois pas, le fruit de mes efforts. Bah, je reviens à ce que je connaissais avant». Ce qu'on peut comprendre, mais donc faut vraiment beaucoup de soutien de la part de tout le monde pour que ça marche. Alors, Éric, je vais me tourner vers toi pour peut-être une dernière question. Au centre de recherche où tu travailles, vous réfléchissez beaucoup justement aussi sur la durabilité des fermes, hein, et vous travaillez à essayer de mettre en place des systèmes d'indicateurs pour voir un petit peu, bah, les impacts en fait des fermes, et vous faites ça avec eux. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus et en quoi finalement ça aide le schmilblick de faire ça? Alors on a 2 choses, hein. On suit des réseaux d'agriculteurs ou un réseau d'agriculteurs qui fait une transition en agroécologie. C'est sur base volontaire et c'est vraiment une recherche participative dans lequel on anime des groupes d'agriculteurs où on les laisse parler ensemble de leurs problèmes et quelque part des solutions qu'ils trouvent, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'essayer d'encourager la transition. À côté de ça, je pense on est dans un monde où, on est passé d'une obligation de résultat de moyens à une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire: «Bah, on plante 100 mètres de haies, c'est bon pour la biodiversité». Maintenant, on va nous demander: «Mais combien on gagne en biodiversité?» Il faut le chiffrer. Et bah, biodiversité, ce qui n'est pas possible, mais bon, d'un autre côté, c'est possible dans d'autres indicateurs, et c'est pour cela qu'on développe, un outil au niveau du CRA qui s'appelle Décide. Et qui vise à essayer d'approcher, et j'utilise bien approcher, la durabilité, parce que la durabilité, c'est tellement large qu'on n'arrivera jamais à la quantifier de manière globale. Et donc, au niveau de cet outil, c'est tout d'abord, il était basé sur l'évaluation de l'empreinte carbone, parce qu'on en parle beaucoup, les émissions d'ammoniac et l'utilisation de l'énergie à l'échelle des exploitations agricoles. Et c'est une méthodologie ACV, et ça, c'est vraiment important. On prend en compte toutes les émissions de l'exploitation, mais aussi les émissions en amont. Par exemple, si on utilise des engrais minéraux, il a fallu du gaz pour faire ces engrais. Ça a émis pas mal de CO2, mais cela va être pris en compte. Et c'est important parce que sinon, on va arriver à des faux résultats. Et donc ainsi, maintenant, l'outil permet d'évaluer ces émissions au niveau des exploitations. Et donc, c'était la première partie environnementale. Mais maintenant, l'environnement, c'est pas limité aux gaz à effet de serre, loin de là. Donc, on a rajouté d'autres indicateurs comme le bilan azoté, comme les infrastructures agroécologiques et bien d'autres. Mais c'est pas tout, parce que la durabilité, c'est loin d'être seulement l'environnement. Une exploitation qui n'est pas rentable, une exploitation où l'éleveur ne trouve pas sa place ou n'a pas sa propre identité, ça ne fonctionne pas.
Et donc on a ajouté un module économique pour essayer de bien montrer que finalement l'environnement et l'économie, ce sont pas des choses antagonistes, ce ça peut fonctionner ensemble et on va bientôt ajouter aussi une approche, plus sociale. Voilà, maintenant, c'est un outil qui essaie d'être aussi spécifique que possible, à la Wallonie parce que c'est important de prendre en compte nos conditions de production qui sont bien spécifiques et l'agriculteur peut se comparer à d'autres exploitations du même type et se dire: «Bah, tiens, là, je suis moins bon, comment m'améliorer?» Et là, c'est le rôle des conseillers en ferme, c'est un autre métier. Et alors Lucas, vous faites un peu la même chose? Est-ce que vous avez aussi développé, je pense, à un outil pour, que chaque agriculteur puisse un peu se positionner, hein, parce que ça fait partie aussi de la sensibilisation et puis d'un travail d'amélioration? Est-ce que voilà, ce qu'eux, ils font, ça vous sert, aussi dans la discussion avec les entreprises, ou bien vous avez développé quelque chose de parallèle ou de complémentaire ou voilà? Non, mais en effet, en fait, à un moment donné, on a senti qu'il fallait vraiment avancer sur ces choses-là parce que, typiquement, le meilleur exemple, c'est les crédits carbone. On commençait à en parler beaucoup et du coup, certaines industries ont vraiment fort développé ce concept-là et en fait, pour moi, c'est une des raisons qui a fait que le marché du bio, c'est un peu eu un coup parce que, voilà, les entreprises se sont dit: «Oui, ben nous, on achète ça avec autant de crédit carbone et donc c'est super et donc c'est très écologique aussi» et du coup, il y a eu, quand même beaucoup de greenwashing et en effet, les certains termes en agriculture, bah, l'agriculture, agroécologique en soi, c'est un concept fantastique. Moi, j'ai fait un master en agroécologie mais ça reste aussi flou parce que c'est pas bien défini et du coup, ça peut être aussi être utilisé pour une cause, voilà, qui est pas très agroécologique. Mais il y a aussi de l'agriculture, régénérative ou l'agriculture, raisonnée dont on parlait il y a quelques années et donc voilà, il y a beaucoup de termes qui se rajoutent et que surtout, les citoyens et les industries aiment beaucoup utiliser, pour leur propre profit, mais qui sont pas forcément en fait, vraiment, mieux sur le terrain pour les agriculteurs et pour l'environnement. Et du coup, on s'est dit: «OK, on doit vraiment avoir un outil un peu comme des sites qui est vraiment solide et avec lesquels on peut vraiment mesurer l'impact total et la situation totale à la ferme». Donc à la fois pour avoir, pour l'industriel ou pour l'acheteur qui achète ces produits, de savoir l'impact qu'il a en achetant ça, mais aussi pour l'agriculteur lui-même qui puisse savoir où est-ce que je suis aujourd'hui dans ma ferme et qu'est-ce que je peux mettre en place et quel effet est-ce que ça va avoir. Et donc, en effet, on a, il y a 4 ans, développé aussi un espèce d'outil comme ça, qui d'abord nous aide dans l'accompagnement et qui vraiment montre avec à l'aide de 16 critères qui vont de la matière organique, dont le carbone dans le sol, mais aussi l'azote, le bien-être au travail pour l'agriculteur, donc un côté très social, un côté économique, un côté biodiversité, eau, énergie. Et donc voilà, un panel vraiment très très large pour vraiment comprendre la ferme. Et nous, on va pas tellement utiliser ça pour aller dire, voilà, tu es au-dessus de la moyenne ou tu es en dessous de la moyenne ou un tel agriculteur fait mieux que toi. Non, pour nous, c'est plus important que ça reste en interne dans la ferme et qu'on va dire, voilà, aujourd'hui, on se situe là. Quels sont les leviers que toi, en tant qu'agriculteur, tu as envie de travailler? Parce que c'est vraiment l'agriculteur lui-même qui doit se responsabiliser et doit dire: «OK, j'ai envie de travailler plus mes couverts», par exemple, ou de travailler plus les haies, ou de travailler différemment le travail du sol. C'est pas nous, en tant que conseillers, qui devons dire: «Voilà, ça, c'est ton problème et tu dois absolument travailler à ça et ça, c'est les solutions qu'on te propose». Non, c'est vraiment ensemble et du coup, en visitant d'autres fermes, bah, il peut s'inspirer, mais c'est vraiment sa propre responsabilité qu'on doit, mettre en avant et qu'on doit travailler avec lui et l'accompagner, mais et faire ça d'une bonne manière. Donc oui, c'est vraiment des outils sur lesquels on travaille et qu'on doit mettre en avant justement pour aussi vraiment défendre quel type d'agriculture est-ce qu'on fait et quels sont les effets de cette agriculture, que nous on appelle biologique et régénératif ou agroécologique. Mais finalement, tous ces termes, comme je disais, sont un peu flous et c'est important qu'on se positionne bien sur qu'est-ce qu'on entend par ces différents termes. OK. Merci beaucoup, Lucas. Ça va être un peu le mot de la fin parce que je vois que le temps tourne. Est-ce qu'il y a dans la salle l'une ou l'autre personne qui aurait envie de poser une question avant qu'on termine et autour d'une petite bière et d'un sandwich?
Attends. Ouais. OK, super. Du coup, je n'ai pas prévu de speech forcément, mais je tenais à vous remercier pour la qualité des interventions. C'est vrai que les agriculteurs, sont souvent invités à des conférences où derrière le voilà, les intervenants sont plutôt, utopistes et amènent des solutions qui ne sont pas, qui ne touchent pas en fait le réel et donc ici, on travaille clairement avec des gens qu'on voit, en permanence dans le monde agricole. Donc Terre en Vue, par exemple, je collabore avec des agriculteurs qui ont pu profiter de l'action de Terre en Vue. J'ai pu collaborer avec Farm for Good. Le CRA, forcément, on le voit, dans tous les coins de la Wallonie. Maintenant, moi, je me remets, en question, surtout au niveau de l'aspect social de l'agriculture et de pourquoi l'agriculture en est arrivée à ce point-là et à cette fracture-là, en fait. Parce qu'en vrai, on voit que l'agriculture, si elle ne change pas de modèle, sur cette courte période-ci, je pense que la transition a pu commencer il y a 5 à 10 ans et si dans les, 5 à 10 ans suivants, elle ne, excusez-moi, elle n'a pas, transité, beh, les fermes vont dépérir, en fait et en fait, les fermes qui disparaissent sont simplement celles, qui par le passé, donc fin de la guerre, n'ont pas transité vers une, voilà, une évolution technologique comme on a pu le voir avec, la ferme, représentée ici, chez les agriculteurs filmés et donc eux ont transité, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs toujours en vie. Donc en fait, les seuls qui restent en vie, ce sont simplement ceux qui se mettent aux normes du système et en fait, le système fonctionne surtout et ça, c'est un avis personnel, mais à la quantité d'énergie que l'on va consommer, sur son exploitation. À savoir qu'un agriculteur qui consomme beaucoup d'énergie, en fait, a simplement les moyens de faire beaucoup d'hectares et celui qui décide de: «Non, je ne consomme pas plus d'énergie parce que je n'en ai pas besoin», bah, en fait, a va simplement dépérir parce que son voisin va venir le bouffer et donc en fait, le système, il est le même que dans tout autre secteur d'activité, c'est pourquoi on laisse faire les plus gros? Et en fait, il est là le gros problème et d'ailleurs ça se voit dans tous les secteurs de industriels. On peut voir qu'il y a que quelques marques de voitures qui fonctionnent. On a tous un Samsung ou un iPhone, le reste n'existe plus. On va tous bouffer au Quick ou au McDo. On va tous, enfin peut-être pas ici, hein, mais enfin voilà, le monde se polarise entre la droite et la gauche et en fait, voilà, on prend ceux qui vont résister font simplement que prendre l'opportunité que le monde industriel leur offre, quoi. Et personnellement, je suis le premier à voir les dégâts, que ça occasionne sur des territoires très restreints, en fait. Et donc il y a quelques agriculteurs qui viennent à se démarquer du reste et en fait, tous les autres agriculteurs plus petits se tournent vers ces plus gros-là qui, en fait, dynamisent clairement, une région parce qu'ils produisent peut-être de la pomme de terre, peut-être des carottes, peut-être des sapins, peut-être qu'on a, 600 bêtes et qu'on a besoin de fourrage, donc on a besoin de maïs et puis à côté, vient s'installer excusez-moi, je parle beaucoup, hein, mais j'ai beaucoup à dire. À côté vient s'installer une biométhanisation qui va proposer des prix exorbitants à la location. Donc, quel est moi l'intérêt d'aller produire des céréales où je vais gagner 200 € de l'hectare alors que je peux travailler pour produire de l'énergie avec un industriel où je vais m'assurer un revenu à 1 000 € de l'hectare. Pareil pour une multitude de productions. Et donc, en fait, il faut simplement stopper la machine. Je- C'est c'est peut-être extrémiste, mais si on ne stoppe pas la machine, on sait qu'on va droit dans le mur, en fait. Et il y a quelques agriculteurs qui le voient et qui sautent, du train. On connaît tous la métaphore du train, je pense. Il faut sauter du train et en fait simplement préparer, l'avenir voilà, en offrant un monde, enfin en créant impossible en fait. Voilà, merci. Mais j'aimerais bien t'entendre peut-être, Zoé, réagir là-dessus. On a encore un peu de temps, Hélène, ou on arrête? 5 minutes? Allez, bah, alors une dernière, réaction à la proposition: «Stoppons les gros», hein? Je pense que tu as tout à fait raison. À un moment donné, il faut décider de sortir du train et donc de soutenir ceux qui sortent du train et donc ça, je renvoie la balle à tout le monde, hein, va on a des moyens, on a mis à disposition maintenant des outils qui vous permettent chacun à chaque et chacune d'agir concrètement, pour, permettre à ces agriculteurs qui sautent du train d'aller dans une autre direction et de se sentir soutenus. Je pense qu'on va terminer là, mais si vous voulez continuer, autour d'un verre, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les 3.